Il y a déjà quelques années que l'on a parlé dans ce même contexte des entretiens d'Oïdium ou dans d'autres structures. Force est de constater que c'est un sujet qui revient fréquemment sur la sellette et en 2012, évidemment, il faut reconnaître que le sujet était parfaitement d'actualité. Alors, dans un premier temps, je vous propose de voir de façon très simple, sans faire de cours de pathologie, pourquoi 2012 a été une année extrêmement virulente en termes d'oïdium. L'oïdium se conserve majoritairement sous forme de cléistotès, qui sont des organes de conservation. Et ces cléistotès, pour germer et contaminer donc la vigne, ont des préférences climatiques particulières, bien évidemment, comme tout champignon. Et si l'on fait un peu de biblio sur l'oïdium, de façon très très simple, on trouve très facilement que la germination des cléistotès a lieu lors de pluies supérieures à 2 mm ou avec des durées de humectation supérieures à 8 heures. Or, si vous faites une petite enquête en termes de météo, les pluies, c'est un critère facile à trouver. Par contre, les durées d'humectation sont beaucoup plus difficiles à récupérer et qui plus est, ce sont des capteurs assez fragiles qui donnent souvent des données erronées. Donc je me suis cantonné uniquement aux pluies supérieures à 2 mm. Et vous avez sur ce graphique, en rouge, les barres, ce sont les pluies journalières de 2012. Et la courbe, c'est le cumul au fil des jours de 2012. En bleu, c'est 2011. Vous pouvez voir de façon très simple que déjà, quand on était rendu à la fin mai, on avait un écart en termes de fréquence et de cumul de pluie qui était phénoménal par rapport à 2011. Donc cet écart est éminemment favorable à la germination des cléistotès d'oïdium. Cette germination qui produit des symptômes relativement discrets, on verra ça dans la matinée, d'autant plus que cette année, ils avaient toutes de bonnes raisons pour être très discrets. Autre critère que l'on peut trouver dans la bibliographie en termes de météo, c'est que la croissance mycélienne, une fois la contamination faite, est favorisée par un éclairement réduit, donc un ensoleillement réduit. Vous avez ici une comparaison sur le site de Nîmes. L'ensoleillement est une donnée météo qui n'est pas facile à récupérer. Il y a assez peu de données disponibles, à part dans les chefs-lieux. Donc vous voyez ici de façon très simple, 2012 en rouge, 2011 en bleu, qu'au mois d'avril, on avait 40% d'ensoleillement en moins. Avril, ça correspond à la période de germination des cléistotès et à la croissance mycélienne. Et qu'au mois de mai, on avait 20%. Ça, c'est un comparatif 2011-2012. Mais si vous comparez, par exemple, sur Nîmes, ce même facteur par rapport à une moyenne, vous avez ici, en rouge, tous les déficits par rapport à la moyenne, et en bleu, tous les excédents. Donc vous voyez que sur la période d'avril, et même mai, et jusqu'à, je dirais, mi-juin, on a eu un déficit d'ensoleillement assez marqué. Il a fallu attendre donc la mi-juillet pour avoir un ensoleillement normal, voire supérieur à la normale. Donc énormément de facteurs favorables. Autre facteur météorologique, il est connu que la croissance mycélienne est favorisée par l'humidité relative élevée. Donc là, on a pas mal de données en matière d'humidité. Et là, vous avez un comparatif de courbes dans lesquelles les périodes excédentaires en 2012 apparaissent en rouge et les périodes déficitaires en bleu. Vous voyez que jusqu'à quasiment début juillet, les périodes excédentaires sont largement majoritaires. Donc ces facteurs météo sont d'une façon, comme vous l'avez vu, en 2012, très favorables à la germination des cléistotès et à la croissance mycélienne. Or, la croissance mycélienne, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la salle, je pense qu'il y a une ou deux personnes, peut-être trois me comptant, qui sont capables de détecter la présence de mycélium sur une baie ou sur une feuille. On ne voit l'oïdium visuellement que lorsqu'il fructifie, lorsqu'il sporule. Or, lorsqu'il porule, c'est que l'attaque est terminée. Quand vous voyez par exemple ces baies au stade petits pois qui sont blanches, en fait l'attaque est quasiment finie. Ça provient d'une contamination qui a eu lieu 3 semaines auparavant. Il faut travailler à peu près à 2-3 semaines de délai dans le cas de l'oïdium, qui est beaucoup plus visuellement discret que le mildiou. Et donc globalement, on conduit à l'identification, ces conditions météo nous ont donné une phase invisible beaucoup plus longue que d'habitude, beaucoup plus discrète que d'habitude, avec une détection des symptômes 2 à 3 semaines plus tard. Or évidemment, comme vous le savez sans doute, lorsque l'on se retrouve face à une attaque d'oïdium, les remèdes sont assez rares. Il est très difficile d'arrêter une attaque d'oïdium. Et quand on la détecte beaucoup trop tard, comme ce fut le cas en 2012, la réaction est encore plus difficile.
Ajoutons également des facteurs agronomiques. On a eu ce gel de février 2012, qui a, comme vous avez pu le constater, engendré une très très forte hétérogénéité au niveau des stades phénologiques. À titre d'exemple, on pouvait voir à un certain moment dans les parcelles des cèpes sur une même souche, un bourgeon dans le coton et un bourgeon au stade 5-6 feuilles. Alors quand on demande d'intervenir effectivement à un stade précis, ce stade précis en 2012 était particulièrement difficile à déterminer. Et humainement parlant, on avait tendance bien évidemment à attendre qu'il y ait un peu plus de stades sensibles présents pour intervenir. Ce qui veut dire qu'il y avait beaucoup de stades beaucoup trop tardifs au moment du traitement. C'est un facteur qui a évidemment bien joué. Et les facteurs humains, malheureusement, il faut le rappeler, c'est que c'est un grand classique, c'est qu'en 2012, d'une façon générale, nous avions des risques mildiou faibles, ou tout au moins assez facilement gérables. J'entends par là une période de pluie, une période de sécheresse, une période de pluie, donc au niveau logistique, vous n'étiez pas gêné pour intervenir. Ce qui induit un sentiment de relative sécurité, ce qui est tout à fait logique, mais ce qui l'est beaucoup moins logique, c'est que ça induit très souvent des techniques de pulvérisation que j'appellerais light, pour être poli et gentil, à savoir que quand il n'y a pas de risque mildiou et qu'on doit intervenir que contre l'oïdium, on a tendance à traiter beaucoup de rangs, à passer un peu plus vite, ou à espacer les traitements parce qu'on estime que ça mérite pas trop de traiter. Donc, je pense que je me fais comprendre. Ça, plus ça, plus ça, plus ça aboutit à une série de facteurs qui font que l'oïdium était souvent extrêmement présent. Enfin, un facteur alors très souvent également en fin de saison, on a entendu dire les produits ne marchent plus, les QOI ne marchent plus, les IBS ne marchent plus. C'est un réflexe que je peux comprendre de se retourner vers les produits. Je pense, comme le montrera Patricia, qu'il y a d'autres facteurs, bien d'autres facteurs à passer en revue avant de se pencher sur les produits. Mais il y a également, je pense, un facteur nouveau, c'est qu'on en reparlera ce matin, c'est que vous savez tous que les DMI ou IBS sont confrontés à des risques de résistance. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cas d'oïdium résistant au DMI, le facteur de résistance est relativement bas. Et qu'appelle-t-on facteur de résistance? En fait, c'est le rapport entre la dose efficace sur les souches résistantes et la dose efficace sur les souches sensibles. Dans le cas des IBS, le facteur de résistance est inférieur à 20, d'après la bibliographie, ce qui veut dire en clair qu'il faudrait traiter 20 fois plus pour avoir une efficacité parfaite. Vous allez me dire, c'est beaucoup, c'est normal que ça ne marche pas. C'est rien du tout, parce que dans le cas des QOI, dont parlera Jacques, le facteur de résistance, il est au moins de 1000, ce qui veut dire que quand vous êtes confronté à une souche résistante, effectivement, là, c'est plus une érosion d'efficacité, c'est une perte d'efficacité. Donc je ne dis pas surtout pas que ce facteur a expliqué l'oïdium présent en 2012, mais sa possibilité, qui est bien réelle, on le verra, a concouru à des problèmes réels. C'est un élément parmi d'autres. Voilà, donc c'était pour poser le problème, une année favorable. Qu'en est-il dans la pratique? Pourquoi ces difficultés sont-elles réellement liées aux résistances ou à d'autres pratiques? Ce sera l'objet de l'exposé suivant. Je vous remercie de votre attention.